Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingouala, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2020, le programme de la présente cérémonie se présente de la manière suivante. Il y aura l'exécution de l'hymne national par la fanfare de la police nationale congolaise. Ensuite, il y aura l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2020 par l'honorable président de l'Assemblée nationale. À présent, honorable président de l'Assemblée nationale, avec votre autorisation, nous prions l'auguste Assemblée de se mettre debout pour l'exécution de l'hymne national. Léonard Kassanda Wetu, l'initiateur de Fachi Béton, sera mon invité ce samedi 19 septembre 2020 à 16h très précise. Bonjour peuple congolais, je m'appelle Léonard Kassanda Wetu, initiateur de Fachi Béton. Je serai l'invité d'honneur des grands prêtres César Ngadi le samedi 19 2020. L'initiateur de Fachi Béton, Kassanda Wetu Léonard, akozala nangai na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes le 19 septembre 2020 na 16h précise na sengi Nabino Bobenga to solo la makambamboka na Léonard Kassanda Wetu oyo bo monaka na ba tenu na ye donc ayebana partout dans le monde ce qui ba monier il a kisi ke Fachi Béton azaliwana donc to sengi Nabino Bobenga bo hésiter te bo benga na ba numéro de téléphone oyo zali ko défiler na se pour bo poser ba question na bino to solo la makambamboka parce que Léonard Kassanda Wetu c'est la première fois les cas azali na makamba koloba. Soyons nombreux, bozala ebele téléphone kozala ouvert jour wana boko benga na kozala wana pona ko répondre na mituna na bino nyonso bo mitunaka. Jour yango message e kozala kaka moko. Soutenons le chef de l'État, c'est notre frère. Fachi Béton. Léonard Kassanda Wetu ako lobela biso makambu ya association na ye boyebi akendaki na Kisasa amonaki babola bato apasi akabolaki biloko ebele et puis akoyebisa biso ndenge nini association na ye et marchaka po bato nyonso tout bazokanisa donc soki ndenge nini akozala wana po a éclaircir peuple congolais bayeba Léonard Kassanda Wetu musala na ye nini apport na ye nini na président de la République donc bo benga bo hésiter te samedi à 16h très précise parce que mission est longue à 14h et commune à 16h donc
émission ezali na 16h donc bo benga bo poser ba question na bino surtout bo zali nango na Léonard Kasanda wetu invité. Il y a rendez-vous des patriotes il y a samedi 19 septembre 2020 na 16h. Jour wana pe tokosolola lisusu makambo etali mboka na biso ba enjeu nini eloko nini tokosala pona mboka na biso. En tout cas réflexion ezala boko benga parce que téléphone kozala ouvert na kozala wana pona ko répondre na mituna na bino nyonso bomoni Kasanda ndenge eza boye boko kanisa peut-être ezali uniquement pona kolata ona lati oyo boye nazali voyou te nazala double casquette nazali père de famille nazala rapé normal nalata rapé veste nalata rapé oyo ezala kaka juste pona ko soutenir pays et puis soutenir chef de l'État. Rendez-vous pris le 19 septembre à 16h dans Rendez-vous des Patriotes avec mon invité Léonard Kasanda Wetu. N'hésitez pas à composer le 07 53 36 38 09 et le 01 48 20 12 24 pour poser directement vos questions à Léonard Kasanda Wetu. Je m'appelle Léonard Kasanda Wetu, initiateur de Fachi Béton que vous connaissez tous dans le monde. Je serai l'invité d'honneur de l'émission des Patriotes des grands prêtres César Ngadi, samedi 19. L'initiateur de Fachi Béton, Kasanda Wetu Léonard, akozala nangai na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes le 19 septembre 2020. Na 16h précise na sengi na bino bo benga to solo la makambamboka na Léonard Kasanda Wetu oyo bo monaka na ba tenu na ye donc ayebana partout dans le monde ce qui ba monier il a kisi ke Fachi Béton azaliwana. Donc bozala ebele bo préparer ba question na bino Léonard Kasanda Wetu initiateur ya Fachi Béton akozala wana pona ko répondre. En tout cas, bo raté te na émission to bo talaka Kasanda Wetu. Kasanda Wetu pour la première fois l'invité d'honneur il y a grand prêtre César Ngadi. Dengi na efsa bino bo bosanate kanambe toko zoyer akozwa masolo na mbunchu pena dikos. Merci, veuillez vous asseoir. Honorable Président de l'Assemblée nationale, le protocole vous prie très respectueusement de procéder à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2020. La séance est ouverte. Honorables députés et chers collègues, l'ordre du jour de notre séance appelle un seul point, à savoir l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2020, conformément aux articles 115 alinéa 1.2 de la Constitution et de l'article 64 alinéa 1.2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ceci dit, permettez-moi, chers collègues, de prononcer à cette occasion mon discours de circonstance. Honorable Président du Sénat et estimés collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'Auditeur général près la Haute Cour militaire, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs, ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs représentants du système des Nations Unies et des organisations internationales, Messieurs les représentants et chefs de confession religieuse, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale de la République démocratique du Congo,
Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Madame la bourgmestre de la commune de Lingouala, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, sans oublier nos agents, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Comme de tradition et conformément aux articles 115 de la Constitution et 64 de son règlement intérieur, l'Assemblée nationale ouvre ce mardi 15 septembre sa deuxième session ordinaire de l'an 2020. Au nom des honorables députés nationaux, du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, je souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté d'honorer l'Assemblée nationale en rehaussant de leur présence cette cérémonie de rentrée parlementaire. Aux honorables députés qui reviennent de leurs vacances parlementaires auprès de leurs électeurs, je tiens à rappeler la quintessence de l'article 137 de notre règlement intérieur qui stipule un dépôt de leur rapport dans les 15 jours au bureau de l'Assemblée nationale de l'ouverture de la session ordinaire. Une commission spéciale et temporaire les exploitera utilement durant la session. En liminaire de mon propos de ce jour, je voudrais rappeler à l'auguste Assemblée, ainsi qu'à nos distingués invités, qu'au cours des vacances parlementaires qui viennent de s'achever, la République démocratique du Congo a été frappée par plusieurs événements malheureux ayant semé la mort parmi nos compatriotes. Il s'agit notamment des actes de barbarie auxquels les populations de plusieurs contrées de la République démocratique du Congo ont été exposées, et en particulier nos compatriotes de Béni au Nord Kivu, d'Irumu en Ituri, dont 58 personnes massacrées lâchement par les groupes terroristes ADF et autres, opérant dans la partie est de la République, ainsi que par l'éboulement incroyable dans une mine d'or à Kamituga dans le sud Kivu, occasionnant une 50aine de morts. Comment ne pas rappeler l'ignoble assassinat des élèves finalistes du primaire à Massissi, dans le nord Kivu, dans leur classe, par une incursion d'un groupe armé. Je me dois également, au niveau de l'Assemblée nationale, de signaler le décès récent de M. Yenga Boumbe, agent à la direction du matériel, et Mme Moussumbu Mwepu, agent à la direction des commissions. La mort n'a pas épargné non plus de nombreuses victimes de la pandémie Covid-19, ainsi que celle de la maladie à virus Ebola. Nos pensées vont aussi à ceux tombés sous les drapeaux, et donc à nos forces armées et de sécurité qui assurent jour et nuit, et au prix de leur propre vie, la sécurité de nos frontières et la défense de l'intégrité territoriale face aux menaces internes et externes et autres velléités expansionnistes constatées récemment. Au nom des honorables députés nationaux, du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, j'adresse les condoléances les plus attristées et toute notre solidarité aux familles éplorées. En mémoire de tous ces compatriotes, civils et militaires décédés, j'invite solennellement l'auguste Assemblée ainsi que nos distingués invités à observer quelques minutes de silence. Je vous remercie. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, la présente session s'ouvre dans un contexte sécuritaire, sanitaire, social et économique particulier. Sur le plan sécuritaire, la partie orientale de la République démocratique du Congo est toujours en proie à l'activisme des groupes armés nationaux et étrangers, parmi lesquels les groupes terroristes des ADF et autres qui continuent à donner la mort et à se livrer à de graves violations des droits humains parmi les populations civiles ainsi qu'au pillage de nos ressources naturelles. Cette image choquante de l'incursion en pleine journée et en pleine ville
des miliciens de la Codeco dans la ville de Bunia, encore fraîche dans nos mémoires, est symptomatique de la précarité sécuritaire dans laquelle vivent nos compatriotes de certaines zones du pays, plus particulièrement ici, dans la province de l'Ituri, qui connaît une résurgence malheureuse de la violence armée après l'avoir vaincue il y a une dizaine d'années. Le programme de démobilisation des DRR ayant montré ses limites et ses lacunes, ne serait-il pas indiqué de le renforcer en y incluant un volet d'insertion communautaire? D'autres actes d'insécurité ont également été signalés dans la province du Tanganyika, à Minembwe au sud Kivu et à Beni dans le nord Kivu, ainsi que ici, dans ma ville, la ville de Kinshasa, avec l'apparition malheureuse de la pratique des kidnappings dans les transports en commun, ainsi que des viols, dont le dernier en date d'une violence inouïe à l'hôpital de santé et maternité La Révolution, dans la commune de Kinsenso, de 2 infirmières devant leurs patients. À Isiro, le viol d'une élève qui devait passer ses épreuves de terminale est tout aussi choquant. La ville de Lubumbashi, elle, souffre encore des violences urbaines à forte intensité, ainsi que la cité de Kasumbalesa, avec le démantèlement d'un réseau organisé de fraude douanière. Tout en condamnant ces graves atteintes aux droits sacrés de nos compatriotes et en saluant l'action menée par nos forces armées et de sécurité, j'invite le gouvernement de la République à tout mettre en œuvre pour doter ces dernières davantage de moyens humains, matériels et logistiques en vue de faire face aux défis sécuritaires et de préserver l'intégrité du territoire national. Une évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale dans ce domaine, transmise lors de la dernière session, sera aussi effectuée. Le peuple est las de subir cette insécurité chronique ou de se lever chaque matin avec des nouvelles de frères et de sœurs morts dans des violences indicibles. Il faut que cela cesse, une fois pour toutes, le sang a trop coulé. Nous lançons donc un message d'espoir à nos compatriotes de ces régions sous insécurité et les rassurons que l'Assemblée nationale, au travers de ses élus et leurs électeurs, sera toujours à leur côté. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, sur le plan sanitaire, le monde est sérieusement ébranlé par la pandémie du Covid-19, avec près de 29 millions de cas déclarés et 925 000 décès. La situation épidémiologique en République démocratique du Congo renseigne à cet égard que sur 10 292 cas confirmés, 9 501 cas de guérison, 531 cas actifs et 260 cas de décès ont été constatés. À cet effet, bien que la tendance soit baissière et rassurante, et l'état d'urgence sanitaire levé par son Excellence Monsieur le Président de la République depuis le 22 juillet 2020, j'exhorte la population congolaise à continuer à observer les gestes barrières pour lutter contre la propagation de cette pandémie. C'est le lieu de rendre un hommage appuyé au gouvernement, mais particulièrement aussi au personnel soignant, public ou privé, national de cette riposte, en première ligne dans cette rue de lutte contre un virus dangereux pour leur sens d'abnégation et leur professionnalisme. Cette évolution rassurante du virus du Covid-19 en RDC ne doit pas faire oublier que notre pays fait face à la 11e épidémie d'Ebola depuis le 1er juin 2020. Le cumul des cas est aujourd'hui de 118 cas, dont 112 cas confirmés et 6 cas probables en Équateur. Au total, il y a eu 48 décès et 52 survivants d'Ebola. Actuellement,
12 zones de santé sur les 18 que compte la province de l'Équateur sont touchées par l'épidémie de maladies à virus Ebola. J'en appelle donc au gouvernement à mettre les moyens et l'énergie nécessaires à disposition de l'équipe de riposte pour une éradication prochaine du virus Ebola dans la province de l'Équateur, souvent marginalisée. C'est ici le lieu de saluer les différents partenaires internationaux qui interviennent dans la riposte Ebola et notamment l'implantation récente d'un laboratoire à Ingende grâce au gouvernement et à nos partenaires. Chers collègues, sur le plan économique, outre cette menace du virus, la pandémie continue à avoir de graves conséquences sur l'économie mondiale, sur la sécurité des personnes, sur la viabilité des entreprises et des emplois, et elle continue à menacer la sécurité alimentaire et risque, à moyen et long terme, d'aggraver la pauvreté et de toucher durement les populations les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, dans de nombreux pays dont le nôtre. Par ailleurs, ce virus impacte négativement la jouissance des droits humains. Selon les rapports de plusieurs institutions crédibles, en cette période de crise sanitaire et à la suite de la fermeture des établissements scolaires, nombre d'enfants sont davantage victimes de violences physiques, sexuelles et psychiques. En République démocratique du Congo, il y a été signalé de nombreux cas de violences basés sur le genre, dont le dernier cas très déplorable que j'ai rappelé de 2 jeunes filles élèves violées en août dernier pendant leurs épreuves de dissertation. Au-delà de ces violences, il sied de faire remarquer le foisonnement dangereux d'un discours de haine dans notre société. En effet, un déferlement d'intolérance et de violence engendré par la haine est en train de devenir une réalité bien trop familière depuis un certain temps dans notre pays. Ainsi, les médias sociaux sont exploités pour véhiculer ces discours incendiaires qui deviennent finalement des armes au service d'intérêts discutables. L'une des victimes de cette pratique est le docteur Mukwege, notre renommé prix Nobel de la paix, défenseur de la femme, qui a subi des menaces et reçu un flot malsain d'insultes. Nous condamnons fermement ces pratiques d'un autre âge, appelons le gouvernement à veiller à la sécurité de cet emblème de notre paix, ce valeureux Congolais, et à faire rappeler aux diplomates en République démocratique du Congo, quels qu'ils soient, les exigences de leur charge et le devoir de réserve qu'elles impliquent sur pied de la Convention de Vienne, quant aux relations diplomatiques qui interdit toute ingérence dans les affaires intérieures de l'État accréditaire. Malheureusement, ces pratiques n'ont pas ciblé que notre prix Nobel. Votre humble serviteur est depuis aussi un certain temps la cible privilégiée de ces discours de haine qui touchent à la dignité de la femme congolaise, provenant d'officines bien identifiées, parfois en toute impunité, de certains protecteurs judiciaires et des responsables de ces structures. À travers moi, c'est toutes les femmes, vos filles, vos sœurs, vos amis que l'on atteint. Mais c'est aussi l'institution que je préside et que l'on dévalue. C'est une violence verbale et politique qui, si elle n'est pas condamnée, si elle n'est pas arrêtée, peut être le prélude aux violences physiques observées ça et là. Je remercie les très nombreux soutiens des Congolais et des Congolaises et des différentes personnalités politiques. J'entends aussi certains silences complices, je veux les ignorer. Il ne s'agit pas seulement de nous défendre,
ne s'agit pas seulement de... Non, pas de polémique. Il ne s'agit pas seulement de me défendre contre ces attaques odieuses. Au-delà du président de l'Assemblée nationale que je suis, parce que vous l'avez voulu, cette affaire nous incite à vouloir défendre plus que jamais les attaques à l'encontre des femmes, comme je l'ai fait dans le passé, et notamment aujourd'hui les femmes politiques. Ici, je me permettrai de reprendre les propos de ma consoeur, parlementaire aux États-Unis, Alexandra Ocasio-Cortez, qui, confrontée elle aussi à des comportements odieux, avait très justement rappelé « Ce sont mes électeurs qui m'envoient ici chaque jour pour me battre pour eux ». Je n'abandonnerai donc pas ma charge face à cette vilainie qui est vouée à échouer. Et nous, Assemblée nationale, devons demeurer fermes et sereins, montrer le cap à nos populations dans la sérénité. Nous devons combattre avec la dernière énergie cette haine qui est descendue sur la place publique et qui fait planer une ombre menaçante sur notre humanité commune. J'en profite pour rappeler au gouvernement son devoir de faire respecter également l'inviolabilité du siège du Parlement et l'immunité parlementaire, ainsi que la dignité de la qualité d'élu national. Chers collègues, sur le plan social, la sécurité alimentaire reste un des sujets préoccupants dans le contexte de la Covid-19. Selon rapport de la FAO sur les perspectives de récolte et situation alimentaire, rapport de juillet 2020, 44 pays, dont 34 en Afrique, continuent d'avoir besoin d'une aide alimentaire extérieure. Cette pandémie a eu des répercussions négatives sur la sécurité alimentaire, notamment en raison des pertes de revenus qu'elle engendre. Toujours selon ces estimations, environ 13 millions de personnes en République démocratique du Congo seraient en situation d'insécurité alimentaire grave, dont la plupart habitent dans des zones à forte concentration de personnes déplacées à l'intérieur du pays, notamment dans les provinces de la partie orientale du Congo, où la sécurité reste précaire et où les ménages sont confrontés à un accès très difficile à la nourriture. Sur le plan des provinces, la non-rétrocession des moyens financiers des provinces par l'État central, la rareté des frais de fonctionnement et le faible taux d'exécution des budgets d'investissement amenuisent l'efficacité de nos institutions provinciales. Pour les gouverneurs de province avec qui j'ai conféré, la situation de leur entité est très préoccupante. La persistance de l'insécurité dans certaines provinces, le mauvais état des infrastructures socio-économiques élémentaires et la non-satisfaction des besoins sociaux de base, imputables notamment au retard dans le paiement de cette rétrocession, l'heure due, ainsi que la gestion inefficiente du Fonds national d'entretien routier, sont quelques-uns des griefs évoqués. Ainsi, avec les interdictions de voyage suite à l'état d'urgence sanitaire, il est rapporté le développement de certaines dynamiques provinciales d'autonomisation, préjudiciables à l'unité de notre pays. Le gouvernement est appelé à veiller à respecter ses engagements financiers envers les provinces et à garantir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de l'espace national. Comme je le soulignais lors de la clôture de la session ordinaire de mars dernier, le récent rapport de l'Organisation internationale du travail révélait que les jeunes Africains étaient les principales victimes des conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus en raison de soubresauts multiples qui vont des perturbations dans l'éducation et dans la formation à des pertes d'emploi en passant par des difficultés pour trouver du travail. Nous réitérons donc notre appel au gouvernement, comme il l'a commencé notamment avec le programme des PME, de mettre en place des politiques publiques originales qui permettront aux jeunes Congolais d'atténuer l'impact de cette crise.
Chers collègues, distingués invités, avant la pandémie de la Covid-19, les perspectives économiques élaborées projetaient un taux de croissance du PIB réel mondial de 3,3% en 2020. Ces projections sont revues à la baisse pour tenir compte des risques sur la croissance de l'économie mondiale engendrés par ce virus qui auront pour effet, entre autres, une baisse du commerce international, un effondrement du prix du pétrole, une baisse des investissements, des ressources financières, ainsi qu'une pression sur les systèmes sanitaires et sociaux. Pour l'Afrique, selon la Banque africaine de développement, le taux de croissance du PIB réel continental devrait s'établir à moins de 3,2% en 2020, enregistrant ainsi une perte de 7 points en pourcentage comparativement aux projections de 3,9 avant l'arrivée du coronavirus. Ces projections seront négativement impactées par des facteurs externes et internes. Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, honorables députés et sénateurs, chers membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Au niveau externe, le ralentissement de la croissance mondiale anticipé pour 2020 et 2021, et en particulier celui de la Chine, des États-Unis et de l'Europe, partenaires majeurs de l'Afrique, devrait s'accompagner d'une réduction des investissements en Afrique centrale et d'une diminution des exportations de notre région, réduisant la vigueur de la croissance. Au niveau de la région, l'insécurité et l'instabilité politique dans certains espaces pourraient continuer de nuire à cette croissance économique et rendre plus difficile encore la gestion de cette pandémie. Au niveau national, le secteur privé congolais a été durement touché par l'expansion de cette pandémie. En effet, il ressort de la seconde édition du rapport publié par la FEC se rapportant aux effets de cette pandémie, il ressort de ce rapport que près de 76% des entreprises en RDC ont enregistré une baisse sensible de leurs revenus, et tandis que près de 36% ont déclaré des difficultés à honorer leurs impôts. Le tiers des entreprises a mis en congé ou licencié le personnel, tandis que 97% de ces entreprises disent n'avoir reçu à ce jour aucun soutien du gouvernement pour faire face aux effets négatifs de la Covid. À cet égard, outre la stabilisation économique pour maîtriser la monnaie, qui constitue une des réponses à la crise sanitaire du Covid-19, la promotion des industries locales par le gouvernement et le secteur privé constitue un des éléments importants de souveraineté alimentaire ou financière pour ne plus totalement dépendre de l'extérieur pour nos propres biens essentiels. Elle devrait donc être au cœur d'un dialogue entre le secteur public et le secteur privé afin de promouvoir des politiques publiques adaptées favorisant l'émergence d'une industrie locale congolaise qui mérite d'être soutenue et protégée. Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale du Sénat, honorables députés et sénateurs, messieurs et mesdames les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Anticipant sur les conséquences sanitaires, sociales ou économiques créées par cette pandémie, l'Assemblée avait, par sa décision du 9 juin 2020, mis en place une commission multisectorielle chargée de l'évaluation de l'impact des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette pandémie. À l'issue de son rapport, le 19 juin 2020, l'Assemblée avait approuvé et transmis au gouvernement des recommandations formulées sur tous les plans en vue de faire face à cette pandémie. Au cours de cette présente session, l'Assemblée procédera en toute responsabilité à l'évaluation de l'état de la mise en œuvre par le gouvernement de ces recommandations. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, après ce survol rapide du contexte sécuritaire, sanitaire, social et économique, je rappelle que la session ordinaire qui s'ouvre ce jour est avant tout, de par la volonté du constituant, une session budgétaire. Dès lors, priorité sera accordée à l'examen et au vote du projet de loi des finances de l'exercice 2021,
qu'il revient au gouvernement de déposer au bureau de notre Chambre, dans le respect des délais requis par la Constitution et la loi du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. À ce sujet, l'article 84 de la loi prévoit le projet de loi portant reddition de comptes du dernier exercice clos, y compris les documents prévus aux articles 81 et 82 de la dite loi, est déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 mai de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. J'attire également l'attention particulière de l'exécutif sur le fait que l'article 87 de cette loi subordonne l'examen du projet de loi des finances de l'année au vote préalable de la loi portant reddition des comptes de l'exercice clos. J'invite donc le gouvernement à faire la diligence nécessaire en ce qui concerne le projet de loi portant reddition de comptes de l'exercice 2019. Aussi donc, au cours de la présente session, nous examinerons le rapport contenant les observations de la Cour des comptes sur le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2019. En outre, suite aux conséquences de cette pandémie sur notre économie, il était prévu le dépôt par le gouvernement d'un collectif budgétaire au cours de la session ordinaire de mars 2020. Lors de la réunion Parlement-Gouvernement datée d'hier, le 14 septembre 2020, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga, accompagné des ministres compétents, a promis de présenter au Parlement cette loi des finances 2020 révisée et nous y veillerons. Chers collègues, l'examen du projet de loi des finances de l'exercice 2021 intervient dans un contexte économique international et national plein de défis. En effet, au cours de sa réunion du 10 septembre dernier, la Banque centrale du Congo a examiné les perspectives économiques qui peuvent influencer l'orientation de la politique au cours des prochains mois. Au plan international, elle relève que la conjoncture est restée marquée par la réouverture quasi généralisée des activités économiques à travers le monde après l'étape du Covid-19. Il faut noter que le préjudice de ce virus, doublé de l'affrontement commercial entre les États-Unis et la Chine, va continuer à peser sur les perspectives économiques jusqu'à la fin de l'année. La relance des investissements dans le capital humain et physique, ainsi que la redistribution des ressources en faveur des secteurs plus productifs, semble être la voie que devraient explorer les décideurs politiques. Concernant l'évolution des cours mondiaux des matières premières, dont nous dépendons, ils se sont globalement inscrits en hausse au mois d'août dernier, suite aux effets combinés de contraction de l'offre et d'un relèvement de la demande mondiale impulsé par la reprise de l'économie chinoise. Au plan national, les dernières estimations de la croissance économique, à fin juin 2020, signalent une contraction de l'économie congolaise de l'ordre de 1,7%. Sur le marché des biens et services, on note une décélération du rythme de formation des prix du mois d'août, tandis que pour ce qui est des finances publiques, les opérations au mois d'août se sont clôturées avec un déficit de 20 milliards de francs congolais. Sur le marché des changes, on a d'abord observé une grande volatilité, quoique atténuée récemment par une légère appréciation de la monnaie nationale pour la première fois depuis le début de l'année en cours, suite à des mesures restrictives prises par la Banque centrale et le gouvernement. Ce tableau économique national et international a pour conséquence une érosion sensible du pouvoir d'achat et de l'amaigrissement du panier de la ménagère congolaise, qui subit donc de plein fouet les conséquences du Covid-19. Chers collègues, après l'ouverture de la présente session, j'ai eu le privilège d'échanger avec certains honorables députés nationaux de retour de vacances parlementaires et les représentants du patronat congolais. Dans cet élan et en application de notre mot d'ordre dans la proximité à l'écoute du peuple, nous avons aussi eu des discussions fructueuses avec plusieurs groupes représentatifs des forces vives de la population congolaise. Et il ressort de ces échanges avec les milieux économiques que l'état actuel de notre économie est le résultat d'une configuration ancienne, marquée par une dépendance accrue vis-à-vis de l'extérieur, une diversification limitée
et son ouverture basée sur la demande extérieure en matières premières et en offre de produits de première nécessité. En effet, soutenue particulièrement par le secteur minier, l'économie congolaise est restée fragile et non inclusive. Elle ne permet pas, dans les conditions actuelles, un développement économique et social durable de nos citoyens en raison justement de la nature extravertie des investissements engagés depuis des décennies. Par ailleurs, l'insuffisance ou la faible qualité des infrastructures de transport, d'électricité, des nouvelles technologies, de la communication, pour soutenir et accompagner cette activité de production, ne permettent pas de fournir au secteur privé, créateur d'emplois, les conditions idoines d'une croissance et d'une compétitivité de nature à changer la donne et le visage économique de la RDC. Chers collègues, au-delà de la mobilisation des ressources prévues dans la loi des finances de l'exercice 2020, notre pays devra donc adopter un nouveau paradigme courageux et ambitieux pour faire face aux conséquences du Covid-19 et relancer notre économie nationale. Nous comptons sur notre gouvernement parce que toute crise crée des opportunités nouvelles. La crise Covid-19 a constitué pour beaucoup d'États un réveil brutal de leur vulnérabilité et dépendance accrue à certains autres. À cet effet, j'exhorte donc le gouvernement de donner priorité dans la loi des finances à la poursuite de la politique de diversification de l'économie en s'appuyant sur des secteurs porteurs de croissance, notamment la relance du secteur agricole dans le milieu rural, la réhabilitation continue des routes de desserte agricole vaillamment engagées par le ministère du Développement rural, les mesures incitatives en faveur du secteur privé et l'amélioration continue du climat des affaires, la protection des investissements privés, le soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que l'amélioration graduelle des mesures en faveur des couches les plus défavorisées pour améliorer le capital humain national. Dans le même ordre d'idées, j'invite l'exécutif à adopter et mettre rapidement en œuvre un plan de relance du secteur de l'agriculture, assorti d'un plan d'investissement conséquent et d'un coût de mise en œuvre sur les 5 prochaines années, en y associant le secteur privé et de rendre opérationnel le Fonds national de développement agricole institué par la loi 011/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. L'agriculture est un des principaux secteurs porteurs de croissance, de création de richesses et surtout d'emplois pour une population jeune qui ne cherche qu'à servir et qui constitue plus de 70% de notre population. Ce plan d'investissement global, d'après certaines analyses, pourrait stimuler à long terme une croissance annuelle soutenue de plus de 6%, indispensable pour réduire la pauvreté en République démocratique du Congo et générer durablement des emplois et des revenus. De même, j'exhorte le gouvernement, dans le projet de loi des finances de l'exercice 2021, à prévoir des ressources suffisantes pour les projets de financement à impact rapide sur la production intérieure de denrées alimentaires de consommation courante pour tous les Congolais et leur acheminement dans les centres de consommation. Il en est de même des appuis budgétaires aux structures nationales de recherche agronomique. Pour la relance effective de notre économie, il est impérieux que le gouvernement travaille de plus en plus avec les différentes parties prenantes, avec le secteur privé, la société civile, qui sont des partenaires essentiels, notamment dans la promotion et la vulgarisation des politiques publiques adaptées, favorisant l'émergence d'une industrie locale. Il est important aussi que le gouvernement veille à une simplification de son système fiscal, qui connaît près de 320 systèmes d'assiettes et de recouvrement entre l'État central et les provinces. Une clarification aussi sur les questions de la TVA à l'importation des denrées de base et des opérateurs miniers, une clarification des exonérations ainsi que sur les mécanismes de contrôle des assujettis qui ne doivent pas prendre des allures de tracasserie semblent nécessaires. Chers collègues, des échanges précités, mais aussi d'un sondage que nous avons fait en août 2020 auprès de nos compatriotes dans la ville de Kinshasa
il ressort que le débat politique est parfois loin d'adresser les préoccupations des Congolais. Les Congolais attendent de notre classe politique, dont les élus, l'examen et l'adoption de lois qui ont un impact réel sur leur vécu quotidien, sur leur social. En effet, nos compatriotes, dans la grande majorité, sont encore confrontés à des besoins existentiels. Ils se préoccupent plus, d'après ce sondage, en ordre de priorité, à la lutte contre la corruption, à la sécurité, à l'éducation, à la santé, à la qualité des infrastructures de base, telles que l'accès à l'eau potable et à l'électricité, plutôt qu'à des luttes autour des règles du jeu politique. Ces préoccupations de nos compatriotes nous invitent à plus d'innovation dans la conception budgétaire. Le budget doit ainsi cesser d'être un pur exercice théorique et mathématique d'alignement de chiffres. Il doit être un instrument qui apporte des réponses concrètes aux attentes de nos populations. Ainsi, lors de la vulgarisation de la loi des finances, le pêcheur de Bolobo doit savoir à quand le port dans sa localité. L'habitant du camp Luka pourrait savoir quand est-ce que l'eau potable coulera dans son quartier, ou encore l'élève d'Issangui connaîtra la construction, ou encore l'élève d'Issangui pourrait savoir quand est-ce qu'il connaîtrait la construction de sa nouvelle école et quels moyens sont développés pour le sécuriser. La corruption est un des fléaux qui entrave notre croissance économique et met à mal la gouvernance. Elle constitue une menace pour la paix et la sécurité, ainsi que nos valeurs démocratiques. Elle prive le Trésor public de moyens conséquents pour la mise en œuvre d'actions prioritaires pour soulager ces Congolais dont nous venons de parler. C'est pourquoi l'examen de la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal sera inscrit parmi les priorités de cette session. Cette initiative législative qui vise à renforcer les dispositions répressives contre la corruption s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance et de la mise en œuvre des engagements internationaux pris par la République démocratique du Congo. Le Congo post-Covid-19 sera agricole ou ne sera pas. Comme je l'ai souligné plus tôt, le cap doit être mis sur notre souveraineté alimentaire qui passe indubitablement par l'agriculture. Et dans ce sens, je ne fais qu'appuyer sur des engagements pris par le président de la République que nous saluons ici. Dans ce cadre, la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 011/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture et qui est en examen en commission tripartite de notre Chambre devra être débattue en plénière pour donner les outils législatifs incitatifs à un agro-business congolais moderne. Honorables députés, chers collègues, outre l'examen et l'adoption de la loi des finances de l'exercice 2021, la présente session va également s'atteler à étudier certains projets de loi initiés dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. En cette période difficile que traverse notre pays, il nous semble nécessaire d'encourager les initiatives législatives susceptibles de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes afin de résorber le chômage et le sous-emploi, tout en favorisant la promotion d'une classe moyenne congolaise et le développement de l'agro-industrie. Le réseau des jeunes parlementaires de l'Assemblée nationale qui nous a interpellés à ce sujet est mis à contribution pour des suggestions à faire au gouvernement sur ce point. En attendant le dépôt des initiatives législatives dans ces domaines et en application des dispositions de l'article 60 du règlement intérieur, le Bureau soumettra incessamment à la conférence des présidents l'avant-projet de calendrier de nos travaux de la présente session. Ces quelques cas évoqués sont exemplatifs. Et donc à présent, permettez-moi de passer en revue quelques initiatives législatives qui figureront à notre calendrier des travaux, mais je le dis et j'insiste, c'est purement exemplatif. Ils sont le reflet de certains arriérés législatifs, notamment la poursuite de la réforme de la fonction publique, de la protection et de la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques, de l'amélioration de la gouvernance et du climat des affaires, ainsi que la lutte contre la corruption. Et donc, pour évoquer ce chapitre législatif, sans rentrer dans le détail de chacune des lois,
je m'en voudrais de ne pas féliciter tous les honorables députés nationaux qui ont déposé leurs propositions de loi jugées recevables et les rassurer que celles-ci feront progressivement l'objet d'un examen au cours de la présente session. Pour les collègues dont les initiatives législatives n'ont pu être jugées recevables pour l'une ou l'autre raison, je les félicite également et les encourage à procéder à la relecture de celles-ci en tenant compte des exigences de la Constitution et des recommandations leur formulées. Honorables députés et chers collègues, au cours de chacune de nos sessions parlementaires, nos compatriotes attendent de leurs élus l'exercice du contrôle parlementaire de la gestion des affaires publiques avec responsabilité et dévouement afin de veiller à ce que le gouvernement assure leur sécurité et la qualité dans la gouvernance que nous leur avons confiée pour une répartition équitable des richesses et une utilisation optimale des ressources du budget de l'État. Nous ne dérogerons pas à cette pratique, à cette exigence légale, et ainsi les honorables députés nationaux feront usage en toute responsabilité des moyens d'information et de contrôle mis à leur disposition par la Constitution et le règlement intérieur, en vue d'évaluer l'action menée par le gouvernement en cette matière. Chers collègues, toujours dans ce domaine du contrôle, l'Assemblée nationale procédera aussi à l'évaluation des nombreuses recommandations formulées à l'endroit du gouvernement à l'occasion de l'instauration de différentes commissions, que ce soit les commissions multisectorielles liées à la pandémie du Covid, que ce soit les rapports des commissions défense et sécurité, que ce soit les commissions environnement, tourisme et ressources naturelles, que ce soit les commissions infrastructures ou les commissions suivi et évaluation, pour ne citer que celles-là. Chers collègues, je ne peux aussi terminer mon propos sur le contrôle parlementaire sans rappeler l'importance que l'Assemblée nationale accorde à la promotion et à la protection des droits de l'homme, une des valeurs qui fondent un État de droit, ici comme ailleurs. Comme vous le savez, la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo mérite un regard suivi et continu. Dans le cadre de nos prérogatives, au travers de notre Commission nationale des droits de l'homme, nous procéderons à une évaluation périodique de l'état des droits de l'homme en République démocratique du Congo et de l'état de mise en œuvre de nos engagements internationaux en la matière. Chers collègues, ayant dit cela, je pense que quand nous parlons des droits de l'homme, nous faisons aussi appel aux institutions d'appui à la démocratie. Et par conséquent, nous inviterons les différentes institutions d'appui à la démocratie à venir échanger de façon formelle dans le cadre des institutions de la République, et ici l'Assemblée nationale, au travers de leur rapport d'activité, afin de permettre à notre Chambre de remplir les devoirs qu'impose la loi organique ainsi que notre règlement intérieur à ce sujet. Cet exercice sera bien sûr étendu non seulement au Conseil national des droits de l'homme, mais aussi à toutes les autres institutions d'appui à la démocratie, suivant le temps qui nous sera imparti dans le cadre de cette session budgétaire. Concernant la CENI notamment, il est demandé au gouvernement de consacrer une rubrique budgétaire conséquente, graduelle, pour la préparation des opérations préélectorales et électorales qui devront se tenir dans les délais prescrits selon le vœu du chef de l'État. Chers collègues, sur le plan de la diplomatie parlementaire, l'Assemblée nationale apportera sa pierre à l'édifice de la paix et de la stabilité de notre sous-région par le biais des missions parlementaires auprès de certains pays des Grands Lacs. Elle assurera en outre une bonne représentation du pays dans différents forums internationaux et africains qui se tiendront sous format de téléconférence. Au cours de cette session, au regard de l'article 217 de notre règlement intérieur, nous entamerons aussi le processus de création des groupes d'amitié avec les parlementaires d'autres pays amis. Ainsi, il sera demandé aux députés de se déterminer dans ce cadre. Nous nous réjouissons enfin des signaux positifs encourageants qui ont été marqués par certains partenaires désireux d'appuyer l'Assemblée nationale dans le cadre de son travail. Je cite ici le programme des Nations Unies pour le développement qui va appuyer notre commission PAJ. Nous nous réjouissons entre autres aussi des signaux positifs encourageants
provenant du Royaume de Belgique, dont le plus récent est la réaction positive de ces autorités à restituer à la famille les restes de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Nous demandons au gouvernement d'accompagner étroitement ce processus de rapatriement à venir, ainsi que pour l'organisation des funérailles dignes de son rang si la famille le souhaitait. Honorable Président du Sénat, estimés collègues, honorables députés et chers collègues, distingués invités, l'ouverture de cette session coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la démocratie par les Nations Unies. Cette opportunité nous permet de nous questionner sur l'état de la démocratie congolaise. Il est vrai que l'enracinement démocratique, par la régularité des cycles électoraux, depuis 2006, a permis une stabilité institutionnelle probante, avec la première alternance pacifique depuis notre indépendance entre un président élu, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et un président fin mandat, le sénateur Joseph Kabila Kabange. Quand nous regardons autour de nous, quand nous regardons autour de nous un peu plus loin, nous pouvons nous estimer fiers d'avoir accompli cette étape cruciale, tous ensemble, opposition comme majorité, il y a presque une année et demie. Cependant, comme une flamme, la démocratie a besoin d'être nourrie en permanence par des actes pertinents de consolidation, surtout provenant des dirigeants qui doivent prêcher par leur exemplarité dans l'exercice de nos fonctions. Il est donc important que dans cette longue marche vers une société démocratique congolaise moderne et un véritable état de droit, que nous réduisions l'écart entre nos discours et la pratique démocratique quotidienne, en posant des actes d'adéquation qui consolident la vitalité de notre démocratie et mettent toutes nos sensibilités à l'aise. L'état de droit étant défini comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit, fondé sur le principe du respect de ses normes juridiques, chacun étant soumis aux mêmes droits, que ce soit l'individu ou la puissance publique. Il est clair que tout Congolais a le vœu de se soumettre à cette réalité immuable. C'est le prix à payer pour la survie de notre jeune démocratie. Il est aussi contre-productif pour notre démocratie que certains acteurs puissent nourrir ou entretenir des crises dans l'objectif d'affaiblir les uns et les autres ou de se positionner seuls sur la scène politique. La culture démocratique congolaise ne le permet plus. Notre Constitution a pour pilier la collaboration institutionnelle, qui est le ferment du bon fonctionnement de notre système étatique. Et donc, je crois que notre histoire démocratique nous enseigne et nous allons nous y nourrir. Je lance aussi un appel à la classe politique entière à rejeter et condamner avec la plus grande fermeté cette dangereuse résurgence du repli identitaire sur la tribu, ce quant à soi dommageable qui semble se banaliser dans notre vécu quotidien du fait de certains intérêts politiques des uns ou des autres. Il est impérieux que cette dérive distillée dans différents médias soit arrêtée, parce que la plupart du temps, elle met en péril le vivre ensemble congolais, et elle met à mal l'unité nationale. Je suis bien sûr Mbouza de Bumba, vous le savez, mais je me sens à l'aise comme chez moi à Kisantu. Mais je me sens à l'aise chez moi à Kisantu dans le Congo central, à Bunia dans l'Ituri, à Likasi dans le Haut-Katanga ou encore à Mbujimai dans ma belle famille, et je voudrais citer les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et comme le dit si bien notre charte fondamentale en son article 1er, la République démocratique du Congo est un État uni et indivisible, et il est crucial que dans notre façon de faire la politique et dans nos décisions, nous privilégions la nation, son unité dans sa diversité, et non pas nos tribus ou nos provinces. Il faut nous unir sur ce qui nous rassemble, sur nos principes fondamentaux, qui sont l'indépendance, la souveraineté,
la laïcité de l'État, l'unité de la nation, la primauté et le bien du peuple congolais. Honorables députés et chers collègues, nous sommes dans cet hémicycle qui a pour vocation de servir l'intérêt général. C'est ce qui doit nous guider tous et toutes dans l'accomplissement de notre tâche au sein de cette institution. La double priorité de servir le pays et respecter nos compatriotes, quels qu'ils soient, en les écoutant, en leur proposant des solutions qui les aident à sortir de leurs difficultés et à combler leurs attentes et leurs espoirs. C'est ce qui doit jalonner l'exécution de nos mandats. Les préoccupations de nos concitoyens sont nombreuses et connues de tous. Je viens de vous citer le sondage d'août 2020 à Kinshasa, et notre seule mission est d'œuvrer à les satisfaire à travers les missions que nous confère la Constitution et notre règlement intérieur. C'est ce à quoi nous, les 500 députés, nous nous sommes engagés. C'est ce à quoi nous invitons les différentes sensibilités, élues ou non, de la République démocratique du Congo. Tâchons donc de nous hisser à la dignité et à l'exigence de la fonction. Qu'aucune stratégie de distraction ne nous détourne de notre mission. Nous devons rester déterminés à poursuivre avec dévouement le mandat de représentation des 80 millions de Congolais, car seule la satisfaction de ce peuple et son bien-être doivent prévaloir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Fructueux travail à mes estimés collègues députés et sénateurs. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2020 et je vous remercie, honorables députés, chers collègues. Notre ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est levée. Pour la sortie, nous allons laisser sortir l'honorable président de l'Assemblée nationale ainsi que les chefs des corps, suivis des membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. En premier et ensuite, les autres invités pourront sortir par les portes latérales. Je vous remercie. Elle aura donc parlé pendant 50 minutes exactement et elle n'aura éludé aucune question. Elle a ramassé toutes les questions pendantes dans la République. Elle a donné des idées sur ce que l'Assemblée nationale va se consacrer à faire pendant cette session qui s'ouvre aujourd'hui, 15 septembre, une session essentiellement budgétaire, mais qui va aborder ou analyser quelques arriérés législatives et pourquoi pas aborder les questions nouvelles avec des propositions de loi ou des projets de loi que le gouvernement de la République va devoir envoyer à la Chambre basse du Parlement. Voici donc une allocution qui valait bien la peine en ce moment où l'Assemblée nationale reprend du service pour se charger de remplir efficacement le rôle qui est le sien, le rôle des législateurs. Sylvie Mouembo, l'Assemblée nationale qui va avoir du service à travailler pour cette année 2020, déjà pour la session de mars. Une session qui a connu beaucoup de tumultes, mais avec beaucoup de tact, beaucoup de volonté, il y a eu quand même quelques travaux qui ont été réalisés malgré le coronavirus qui s'est invité à la danse. Effectivement, Edith Chala, la session de mars dernier a été impactée négativement par la Covid-19, ce qui n'a pas permis un travail régulier comme il s'est dévé, mesure de distanciation sociale qui a imposé une présence réduite aux députés nationaux au sein de l'hémicycle. De toutes les façons, Edith, un travail appréciable a été fait. Les commissions ont attendu les ministres pour des questions pertinentes et dit pour améliorer la gouvernance du secteur. Il y a eu quelques ministres, si je peux citer les noms, notamment le ministre de la Santé publique, le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministre de l'ITPR. Il y en a eu d'autres aussi qui ont passé dans différentes commissions. Merci Sylvie Mouembo. Ces ministres sont venus donner des informations qui
que les députés des différentes commissions avaient besoin d'avoir, et cela a été fait. Et je crois que maintenant, avec l'ouverture de la session de septembre, une session essentiellement budgétaire, beaucoup d'autres ministres seront invités pour donner des informations nécessaires à l'Assemblée nationale, une représentation nationale. À travers elle, la République démocratique du Congo et son peuple seront informés sur le travail qui est fait le gouvernement de la République, le gouvernement du reste, l'émanation de l'Assemblée nationale a la responsabilité de conduire la politique de la nation. Nadine Toto, la locution a été longue, mais elle n'a oublié aucune matière. Elle a abordé toutes les questions de la République en Kikongo. Comment on le dit? Cheleka Bampangelo Zolo wetumeka tuka kulanda mama Janine Mabunda, mama Yangolo, mama ya Mayele yakina twadisa Assemblée nationale ya na beto yendi metubati ya Cheleka bankangu kena mfunu ya badisukulu ya inda ve kasi kangu ya kena mfunu bansiku baki na sala awa na Assemblée nationale ya pesa mvutu na ntatu na bao basala ya Vwanda bana balunguka mbote maza ya Vwanda mwinda ya Vwanda mambo yoso ya kwenda mbote inavwandaka mingi penza bampova ya Janine Mabunda pia ndizabisakati yalikena telemina diambu ya tribalisme ya fona manisa mingi penza na ba réseaux sociaux betu fona tani na nkangu luyalu fuma isi pe bantu yonso betu fona tani na docteur Mukwege ya ikina nona samu na kupesa luzingu ya zole na bankento ya isi na beto ya mesuka vana vendi mebokila luyalu yende sala nyoso samu na mambo ya bilanga ya kwenda na ntwala pe kupesa baleke na kusadisa baleke na ba mama samu ntomusono ya kota samu kimputu ya manisa awa na isi na beto ya Cheleka yandi kondoka ve kusiamisa bantu nyonso metu ya maboko samu na kumanisa nganzi ya kimbevo ya coronavirus awa na isi na beto pe yandi kina dile na mabuta yayi bamevidisa bampangi na bao mingi penza na mvolangani lutaka na Beni na Ituri pe na bifula ya mutina mutindu kisika baba kaka bankento na kingolongolo ya Cheleka yandi kina kudile na mabuta ina pen meza metu bati diambu ina ya fwana manisa awa na isi na beto yandi siamisaka diaka diambu ya demokrasi na kutala yinki mutindu Joseph Kabila Kabange mulanaka na Sena ya kile mingi peza diambu ya kidimbu ya demokrasi pe ya ndembama awa na isi na beto ya Cheleka beto nesomeka tuka kulanda mutindu ba mambu meluta mepesa ndinga na mpangi na munu Prince Mompoi. Toi ce que je leur boni Nadine Toto bachi putu munafanka boyi ngombe ni muyuki wabu wa jikangula mujimu kubulomboji bwa Janine Mabunda uvomwa kule bimpa bwa kuleja imwa nyanda ikadi mimana kupita ni kale ni chakwenzeka matu kwa jalukumpala mukuimanyine bya bunyi imwa mianda ya lukutukutu iji mikala inyanga buwetu umuji kulusekelu nuku lwa este wa bankambwa kuji tumwa tusumbu twa bantombweji baji bikala bakenyesha bana bajitunga bakwele lubile kuji bukelembo bajitunga bakangule jisu pamwanda yeu bana balonyi bafubaye bokwenza mateta baba bwelela kuji bantombweji miandi jikai mikala ya jisanka na shene bonso baba bikala bima na munito umokulu bwa chivulukiji cha bamwa bana bakongwa mungalata bajibika balal pajiboko anyi bapetana ni ju ya lufu Janine Mabunda voir abichi mutambu kuma bya buyi munwe mukinchimenga cha Kinshasa mwanda mubi wakanya uvumwe kala mwenje mu commune wa Kisenso mu hôpital yo bigele bwa c'est l'hôpital de la Révolution mwabo bikala babulela ba minganga chitoba na nshinyi kuji bena ndululu anye aba baji kabadika la bumva na sheba baba bwelela babanga takubukol miande mibi jomwe kalwe manyina mushindo mwakabiji miande abakuluna mu chimenga cha Kinshasa kaji mwikalo wakulemei abuwetu bwase ni kujibene chijiji ni mubitu bishishilangana buwetu kujibikala buimpa byonso bwa bibi kutekibu muchenzeji jibikengele cha kumpala jinanga jikala ku ni kwela kabiji kalumba jikujibikala mbwa jitunga bora bakabe bapingana kuri manasha mu kwachirwa bwa mujimu bajibenza musu mwa kwanza mbwa jitalala jibwela mu mwatonja Kongo Democratique ni muyuki mu mana kukangwibwa mwatu kolalo kumpala fikara buncha kupingana ni babwela mundondo wa miani mishishilangana babikali bitangila lwi baku lwa jitunga ja Kongo Democratique.
Il ne nous reste plus qu'à dire merci à Prince Mopoy qui a permis aux locuteurs de la langue Tchoulouba de suivre ce qui s'est passé ici au Palais du Peuple, à l'Assemblée nationale. De même que Nadine Toto, Sylvie Mohembo également. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, vous téléspectateurs qui avez fait confiance à la radio-télévision nationale congolaise. Vous prenez rendez-vous pour un autre prochain grand événement auquel la radio-télévision nationale congolaise va accorder, comme toujours, beaucoup d'importance, vous retransmettra en direct. Merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.